Madame, Monsieur, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une militante de la première heure. Elle a été de tous les combats pour les droits de l'homme au Maroc et ailleurs. Elle est aussi une scientifique cartésienne, chercheuse et consultante en bioéthique et droits humains. Et de 2005 à 2007, elle a présidé le comité international de bioéthique relevant de l'UNESCO. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui, et c'est elle qui nous reçoit puisque nous sommes chez vous, Madame Ghessous, Madame Nouzha Ghessous, à l'occasion de la parution de votre livre essai, Une femme au pays des Fouqaha. Pourquoi vous a-t-il fallu tout ce temps, tout ce recul, presque 20 ans, pour revenir sur cette expérience très intéressante et qui a beaucoup compté pour vous, celle de la contribution à l'élaboration de la Moudawana de 2004? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation, pour avoir bien voulu accorder un certain temps pour parler de ce livre qui, effectivement, pour moi, était important. C'était quelque chose dont je sentais le besoin. J'avais absolument besoin, comme si ma mission n'était pas terminée, en tous les cas, sur un certain plan. Pourquoi il m'a fallu tout ce temps-là? Écoutez, pour plusieurs raisons. La première, c'était... D'abord, je voudrais dire que ce livre n'est pas uniquement un livre pour parler du Code de la famille. Et comme vous l'avez dit vous-même, c'est un livre qui a pour objectif, en toute modestie, de montrer ma vision de l'évolution des mentalités et du statut des femmes dans la société marocaine, en tous les cas dans le milieu dans lequel j'ai grandi entre les années 60 et le jour d'aujourd'hui. Donc c'est un point de vue avec toute la subjectivité qu'il peut y avoir et que j'assume entièrement, puisque comme vous le savez, c'est un livre qui est écrit à la première personne du singulier, je parle moi, et donc c'est un livre qui se veut à travers une perception de l'évolution de la situation des femmes, du statut des femmes, du regard que les femmes portent sur elles-mêmes et de leur positionnement, tout comme le regard que la société porte sur les femmes marocaines, à travers ce regard, essayer d'amener progressivement cette étape qui a été effectivement, comme vous le dites, une étape très importante. Alors, je ne pouvais pas l'écrire immédiatement, non pas que je n'en avais pas envie ou que je n'étais pas sollicitée pour le faire, parce que j'estimais qu'en sortant lorsque le Code de la famille, en sortant de la commission et lorsque le Code de la famille a été proclamé en 2004, il fallait laisser le temps à ce Code de vivre, de prendre ses racines. Il y avait aussi toute la campagne de médiatisation qui devait être menée, qui a été menée, bon, avec les limites, mais qui a été menée quand même. Il y a eu le guide pour l'application du Code de la famille, le guide de mise en œuvre du Code de la famille. Il y avait la formation des juges, etc. Et comme j'étais consciente dès la fin des travaux qu'il y avait des articles qui n'étaient pas complets, mais on allait voir avec les circulaires éventuellement, avec le guide d'application, il fallait laisser ce code de la famille vivre et faire ses preuves et se faire approprier par la société. Deuxièmement, j'avais besoin d'une distanciation. J'avais besoin d'une distanciation de cette expérience pour que la place de ma subjectivité puisse aussi laisser un petit peu d'objectivité. Et puis troisièmement, et je terminerai là-dessus, parce qu'il a fallu d'abord que je décide de quelle approche est-ce que je pouvais avoir. Il y avait la possibilité de faire un essai pur et dur, c'est-à-dire un travail de recherche avec les documents, les PV, ce qui s'est passé, etc. Mais ça, c'est un travail de recherche universitaire qui, j'espère, sera fait un jour. Donc j'ai choisi cette solution intermédiaire de petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire ma petite histoire à moi au sein de cette commission, comment j'ai vécu cette expérience, en l'insérant, c'est un récit-essai, en l'enchâssant dans mon récit personnel, dans mon parcours personnel. Et voilà, donc il me fallait absolument ce temps de distanciation. De ce livre, moi j'ai senti se dégager un sentiment de frustration et parfois d'impuissance, je ne vous cache pas. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette expérience, sur ce moment important, peut-être décisif, et il y en a eu d'autres de votre vie? Écoutez, je dirais que c'était un moment qui était vécu avec une grande intensité, non seulement par moi je suis une personne, mais par l'ensemble des membres de la commission, parce que les enjeux étaient énormes, parce que le contexte dans lequel ce travail a été fait au sein de la commission était quand même un contexte compliqué entre
entre les deux marches de Casablanca et Rabat qui avaient précédé, entre les événements du 11 septembre qui ont eu lieu pendant qu'on travaillait, entre les événements du 16 mai qui ont eu lieu à Casablanca pendant qu'on travaillait, les premières élections dans lesquelles le PJD a été majoritaire, etc. Nous avons travaillé quand même dans un contexte qui était politiquement et socialement compliqué, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon international, d'une part. Donc je dirais plus que c'était que j'exprime ma conscience des enjeux auxquels on faisait face, qui n'étaient pas des moindres, à savoir élaborer, proposer à la plus haute autorité de l'État un projet de code de la famille, de droit familial qui allait régir les familles pendant au moins 2-3 décennies. On en est déjà à 2 décennies. Alors, quel regard est-ce que je porte là-dessus? Qu'est-ce que je garde actuellement? Je pense que ça a été d'abord un travail de déconstruction, reconstruction à mon niveau. Et c'est pour ça que ce récit, la dernière partie qui concerne ma participation au Code de la famille, est enchâssée effectivement dans mon récit personnel. Un travail de déconstruction de tous mes idéaux, en quelque sorte, de la façon dont je concevais la question des droits des femmes, d'accord, à la lumière de mon parcours, avec la petite histoire dans la grande histoire, comme je vous dis, parce qu'à côté de cela, il y avait la grande histoire du mouvement féministe qui avait lieu et dans laquelle des milliers de femmes et d'hommes ont participé. Hein. Donc un travail de déconstruction et de reconstruction, puisque cette expérience m'a fait voir les choses un petit peu différemment. Deuxièmement, je pense que tout le monde est d'accord que toute réforme ou toute avancée législative quel qu'en soit le niveau de justice ou d'égalité, ne peut réellement donner tous ses fruits que si la société se l'approprie. C'est-à-dire, il faut que la société s'approprie ces droits-là. Et pour que les femmes s'approprient les nouveaux droits, entre guillemets, même s'ils n'étaient pas encore tout à fait, on n'est pas allé jusqu'au bout, que le Code de la famille a apporté, il y a eu des avancées, indiscutablement. Il fallait des mesures d'accompagnement, que ce soit des mesures d'accompagnement économiques, des mesures d'accompagnement sociaux et surtout des mesures d'accompagnement culturel. C'est-à-dire que toute loi est un reflet de la culture et des mentalités, et toute loi est tributaire aussi de la culture et des mentalités, aussi bien des justiciers que des justiciables, c'est-à-dire aussi bien du corps de la justice que des citoyens et des femmes qui vont réclamer les droits. Et c'est le plus dur à changer. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire simplement par un changement de loi. Et enfin, le regard principal, pour moi, ça a été une expérience édifiante, c'est que surtout, je suis sortie différente de cette expérience, dans ce sens que, et puis par la suite, tous les travaux de recherche que je mène, dans ce sens où elle a été fondatrice peut-être d'une approche différente de la question des femmes, une approche plus nuancée de la question des femmes, qui n'est pas seulement une question d'égalité de droits, c'est une question qui doit être envisagée dans l'entièreté du droit des femmes à la citoyenneté pleine et entière. Voilà. Madame Guessous, je vous dis dans votre livre que le Code de la famille a constitué clairement une avancée, c'est incontestable, mais dans la promotion des droits des femmes au Maroc, mais qu'il a montré aujourd'hui ses limites, ses ambiguïtés et ses insuffisances. Quelles sont pour vous, Madame Guessous, les principales limites et insuffisances de cette Moudawana de 2004 qui pourrait être rattrapée, qu'on doit rattraper? Il y a des limites et des insuffisances qui étaient claires dès le départ, dès 2004, quand le Code de la famille a été proclamé et qu'il a été adopté, d'accord, qui était lié au compromis mou qui existe qu'il y a eu, qu'on était obligé de faire. Je rappelle encore une fois que nous n'avons pas travaillé, nous avons travaillé dans un contexte qui n'était pas simple. D'accord ? Donc il y avait des compromis mous, il y a eu des dispositions qui ont changé, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de ces dispositions. Je vais vous donner 2 exemples. On a proclamé la corresponsabilité des 2 époux dans la gestion de la famille, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, puisque la tutelle légale sur les enfants reste à l'exclusivité des hommes, des pères, d'accord ? On a proclamé les droits des enfants conformément à la Convention internationale de droits de l'enfant que le Maroc a ratifiée depuis des années, mais en même temps, on n'est pas allé jusqu'au bout, par exemple, pour le mariage des enfants. Les enfants hors mariage. Deuxièmement, surtout,
pour les questions de filiation, c'est-à-dire que les règles de la filiation n'ont pas attribué un droit à l'identité de l'enfant né hors mariage. Et on est en plein dans des affaires concernant cette question. La deuxième chose, la deuxième insuffisance et limite, a été très vite observée aussi, au bout de quelques années, était liée à l'application du Code de la famille, qui malgré le guide pour l'application et malgré... on revient encore une fois aux questions de la culture et des mentalités, puisque les dérogations, par exemple, concernant l'âge des enfants, sont devenues quasi systématiques alors qu'elles devaient être exceptionnelles. Pourquoi ? Parce que le Code de la famille ne précise pas un âge minimum. Mais là, ce que je veux relever au niveau du Code de la famille, c'est que ne pas avoir fixé un seuil de base, d'accord ? Que ce soit dans le Code de la famille ou par une circulaire par la suite, qui disent en dessous de 16 ans, on n'examine même pas une demande de dérogation, et laisser la décision à la totale discrétion des juges, a montré ses limites. Et là, encore une fois, parce que le paramètre culturel et le paramètre des mentalités étaient là. Maintenant, à partir de 2011, d'autres insuffisances sont apparues. À partir de 2011, d'autres insuffisances, ou plutôt, non pas qu'elles sont apparues, mais ce sont devenues des contradictions dans le corpus juridique national. 2011, il y a eu la Constitution qui proclame l'égalité de tous, des hommes et des femmes, dans tous les domaines, qui proclame que le Maroc doit harmoniser son corpus juridique interne déjà. Donc nous avons tous les problèmes du code pénal, par exemple. Il doit harmoniser son corpus juridique interne, tout comme il doit harmoniser son corpus juridique national avec le droit international des droits humains, en conformité avec les conventions qui ont été ratifiées par le Maroc. On est en 2021, 10 ans après la proclamation de la Constitution, et il y a des tas de choses on n'est pas encore en conformité. Aujourd'hui, justement, ces voix qui s'élèvent dans le vôtre pour appeler une révision de cette Moudawana, une révision où, selon vous, le principe d'égalité homme-femme devrait être la seule feuille de route. Et pour y arriver, il faudrait, d'après vous, expurger cette refonte, je vous cite, de tous les dogmes et les normes discriminatoires du fiqh traditionnel et de l'ignorance sacralisée. Vous paraphrasez là Mohamed Akroun. Une telle refonte est-elle possible, à votre avis, dans le Maroc d'aujourd'hui ? Elle est indispensable. Et à partir du moment où elle est indispensable, il faut créer la possibilité de la faire. Voilà, c'est peut-être utopique ce que je dis, mais c'est comme ça que ça peut avancer. Elle est indispensable parce que maintenant, ce ne sont plus seulement les femmes dans les ONG qui réclament cette refonte du Code de la famille et qui réclament à ce qu'on applique effectivement le principe d'égalité dans une cohérence interne pour qu'on n'ait pas des choses où on mentionne l'égalité mais que dans les faits, elle n'existe pas. D'accord ? Il y a aussi maintenant des instances nationales, des instances constitutionnelles qui le demandent. Il y a aussi une situation d'urgence. Nous avons maintenant, dernièrement, le rapport sur le nouveau modèle de développement qui a été publié, et qui est l'objet de débats très, très, très importants. Eh bien, il est évident qu'on ne peut pas espérer avancer, sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes si la moitié de la population est privée de ses droits. Et nous le voyons, les chiffres continuent à baisser pour le taux de participation des femmes sur le marché du travail. Et une des causes, parmi ces causes-là, il y a bien sûr le chômage, les femmes sont les premières à en souffrir. D'accord ? Avec le Covid, tout le monde connaît la situation, mais il y a aussi d'autres causes de paupérisation des femmes. Et une des causes, c'est par exemple les privées d'une part de l'héritage, parce qu'elles sont femmes, et par exemple la règle du ta'sib, que maintenant toutes les instances, même les instances, que ce soit le Conseil national des droits de l'homme, ou que ce soit le Conseil économique, social et environnemental, ou que ce soit le nouveau modèle de développement, ça fait partie des causes de paupérisation. Donc il faut reprendre. Vous êtes, Madame Ressous, une scientifique rigoureuse, et là c'est pour finir mon dernier volet de cet entretien. Vous êtes pragmatique, mais vous êtes aussi une militante de la première heure, comme on l'a dit. Mais pendant de longues années, la question des droits des femmes vous semblait prisonnière des controverses et des calculs politiques. Pensez-vous que ce soit toujours le cas aujourd'hui ? Les femmes sont toujours prises en étau dans les considérations politiques partout dans le monde et à travers l'histoire.
Hein. On a connu les époques où on disait il suffit que la classe prolétarienne prenne, dans la théorie marxiste-léniniste, on disait qu'il suffit que la classe prolétarienne prenne le pouvoir pour qu'il n'y ait plus du tout de discrimination envers les femmes. Même dans les sociétés avancées, la question des femmes, des droits des femmes reste prisonnière du politique, bien entendu qu'elle l'est toujours. La différence aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a eu autonomisation du mouvement de droits des femmes. Hein. Il y a, si vous voulez, une détabouisation d'un certain nombre de problèmes. Entre le début de l'OMDH, par exemple, la question de la religion, comment aborder les droits des femmes sans être en contradiction avec la religion, était quelque chose qui effrayait. Maintenant, nous avons quand même eu pas mal de nouveaux penseurs, que ce soit des hommes ou des femmes, et nous savons très bien qu'il y a des possibilités à l'intérieur de Maqasid Sharia, à l'intérieur de l'esprit de la religion musulmane, qui permettent d'aller vers plus d'égalité. Oui, je pense que, encore une fois, je reviens à mon optimisme, j'en ai besoin, hein. C'est une nécessité et il faut absolument qu'on s'y mette. Et je pense que les politiques doivent faire beaucoup d'efforts. Maintenant, la balle est dans leur camp, c'est aux politiques d'agir. Merci beaucoup, Madame Kessous, d'avoir accepté de répondre aux questions de Médina TV et de nous avoir reçus. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Médina TV.